Bonjour, je m'appelle Amandine Gournay, je suis conseillère en développement durable au Conseil québécois des événements éco-responsables et aujourd'hui, je vous fais une petite présentation sur l'organisation d'événements éco-responsables. Donc, en 20 minutes, vous allez en savoir plus sur ce qui définit un événement éco-responsable, sur sa planification et sur des exemples de mesures éco-responsables pouvant être mises en place. En espérant que cette présentation puisse vous inspirer pour vos propres événements, que ce soit une remise de prix, de diplôme, une journée thématique, une conférence, etc. Donc, je vais commencer par présenter l'organisation pour laquelle je travaille. Le CQER, donc Conseil québécois des événements éco-responsables, a été initié par le Réseau des femmes en environnement et a pour mission de faciliter et d'encourager l'organisation d'événements éco-responsables pour tout type d'événements. Pour atteindre notre mission, on offre des accompagnements personnalisés, des formations, des classifications d'événements selon la norme du Bureau de normalisation du Québec en gestion responsable d'événements et plus. Notre équipe a accompagné plus de 9000 organisateurs d'événements partout au Québec depuis son lancement en janvier 2008, comme C2 Montréal, la Coupe Rogers, qui est maintenant l'Omnium Banque Nationale, le 375e de Montréal, Ironman Mont-Tremblant, le Cirque du Soleil et plusieurs autres. Et puis, le CQER a mandaté le Bureau de normalisation du Québec pour concevoir la norme en gestion responsable d'événements dont je viens de parler, qui est disponible depuis juin 2010. Et puis, le CQER fait partie des organisateurs certifiés dans le cadre de cette norme et peut donc classifier des événements. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un événement éco-responsable? Donc, c'est un événement qui intègre les principes du développement durable à toutes les étapes de son organisation, dès le début de la planification et dans tous ses volets. Donc, il est conçu et déployé de manière à réduire les répercussions négatives sur l'environnement et à augmenter les retombées positives sur les plans sociaux et économiques. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'est un événement éco-responsable, comment est-ce qu'on peut planifier son organisation? Donc, ici, je vais passer étape par étape ce qu'il est essentiel de retenir. Donc, tout d'abord, au centre du schéma, on a l'engagement des acteurs. Pour l'organisation d'un événement éco-responsable, l'engagement des acteurs est vraiment au cœur de la démarche. Plusieurs personnes vont devoir adopter de nouveaux comportements, donc il est essentiel de limiter la résistance au changement et de bien communiquer auprès des parties prenantes. Par partie prenante, j'entends toute personne ou organisation impliquée de près ou de loin dans l'organisation de l'événement, soit les organisateurs, les employés bénévoles, les fournisseurs, les partenaires et les participants. Donc, la première étape est le diagnostic. Vous avez peut-être déjà constaté des problématiques liées à votre événement sans nécessairement avoir des chiffres à l'appui. C'est également l'étape à laquelle on peut identifier qui sont les convaincus, donc nos alliés, de la démarche éco-responsable et mesurer la résistance au changement. Le portrait nous aide ensuite à passer à l'étape 2, c'est-à-dire de choisir des priorités d'action. Les priorités sont choisies selon les plus grands enjeux environnementaux identifiés. Ça peut être, par exemple, d'améliorer la gestion des matières résiduelles si on s'est rendu compte que les bacs de matières résiduelles débordent lors de nos événements ou qu'on voit des lacunes au niveau du tri des matières. Donc, le choix des priorités peut aussi s'effectuer en fonction des intérêts, des valeurs, des préoccupations des parties prenantes. Donc, par exemple, le public, les partenaires. On peut faire un sondage pour sonder leurs préoccupations. Et puis, en résumé de cette étape-là, c'est qu'on veut vraiment cibler les actions qui vont mobiliser les gens. Ensuite, on définit les objectifs qu'on souhaite atteindre dans un temps donné. Donc, certains organisateurs vont aller jusqu'à rédiger une politique pour bien communiquer ces objectifs et communiquer leur vision d'avenir. À la 4e étape, on monte un plan d'action et un budget. Et puis, le plan d'action nous permet de laisser des traces de notre démarche. Aussi, on veut vraiment éviter que l'éco-responsabilité soit gérée en silo ou à part de l'organisation générale de l'événement. Au contraire, on veut vraiment l'intégrer dans la planification générale. Donc, finalement, on prépare l'événement, on le réalise et on l'évalue. Donc, à ces 3 dernières étapes, la communication auprès des parties prenantes est super importante. Donc, par exemple, on veut communiquer à son public ce qu'on s'attend de lui en matière de comportement responsable lors de l'événement. Même chose auprès de nos fournisseurs. Et, par exemple, dans les contrats, on peut ajouter des indications sur l'éco-responsabilité. Donc maintenant, au moment de la réalisation de l'événement, ça peut être intéressant d'avoir des plans B. Par exemple, si un fournisseur apporte des contenants jetables plutôt que compostables, alors que c'est pas vraiment ce qui avait été prévu, ben il faut savoir comment réagir. Et donc, on veut vraiment, en quelque sorte, se préparer à ce que les choses ne se passent pas tout à fait comme on avait prévu.
La dernière étape, c'est l'évaluation de l'événement. Donc, c'est une étape où on peut faire le bilan, faire un retour sur nos objectifs, nos bons coups et nos points à améliorer. Puis, tout ça, ça nous permet de nous engager dans un processus d'amélioration continue pour des événements subséquents. Pardon. Il y a 2 choses que vous pouvez considérer pour l'évaluation de votre événement. Donc, premièrement, on peut regarder les impacts environnementaux de vos actions et pratiques. Et deuxièmement, on peut évaluer la perception des gens par rapport à l'éco-responsabilité ou les problématiques environnementales liées à votre événement. Donc, la chose à retenir, c'est que vous êtes les experts de votre événement. Vous connaissez le mieux les enjeux, les gens avec qui vous travaillez, les activités qu'on y fait, votre public. Donc, vraiment, faites-vous confiance dans cette démarche. Donc maintenant, je vais faire un bref portrait des mesures éco-responsables qu'on peut mettre en place en événementiel. Donc, j'ai listé 8 catégories et pour chacune, je vais vous donner quelques exemples d'actions. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des ressources humaines, il est intéressant de mettre sur pied un comité vert qui va s'assurer de l'avancement de la démarche et de la mise en place des actions. Donc, le comité a notamment comme rôle de trouver des solutions, de mobiliser les personnes dans la démarche. Et puis, une brigade verte, elle, va servir comme un rôle de sensibilisation des participants. Donc, habituellement, on fait appel à une brigade verte pour aider au calcul des émissions de gaz à effet de serre, qui va impliquer de sonder les participants, ou pour aider au tri des déchets. Donc, vraiment sensibiliser nos participants à l'événement. Puis ensuite, en parlant de déchets, la gestion des matières résiduelles est un élément qui est primordial dans l'organisation d'événements éco-responsables parce que c'est souvent un élément qui est visible et qui est tangible pour les participants, les visiteurs sur place. Donc, on veut mettre en place diverses stratégies pour faciliter le tri, notamment en regroupant les bacs, donc poubelles, recyclage, compost. On veut les regrouper en îlots. L'idée, c'est un peu de jamais laisser de poubelles orphelines, donc de poubelles toutes seules. On peut aussi choisir les emplacements stratégiquement, par exemple, près des zones d'alimentation. Et puis, un affichage clair va vraiment nous permettre de nous assurer aussi de la qualité du tri. On peut utiliser des pictogrammes, des couleurs. En fait, le but, c'est que ça soit le plus visuel possible, donc le plus facile pour nos participants. Ensuite, si on a les ressources pour le faire, on peut peser nos matières résiduelles qui ont été générées. Ça va vraiment nous donner un portrait du tri. Sinon, petit aparté, l'application Ça va où de Recyc Québec est vraiment utile pour trouver le bon bac de destination de différentes matières. Donc, je vous invite à regarder ça. Ensuite, pour ce qui est des achats, cadeaux et décors, donc pour ce qui est des cadeaux remis lors d'un événement, le mot d'ordre, c'est vraiment de privilégier les cadeaux immatériels. Donc, le cadeau idéal, ça va être un item que les gens ne risquent pas de déjà avoir chez eux, comme une énième gourde ou sac réutilisable, et donc de privilégier les expériences. Donc, par exemple, ça peut être un billet pour aller voir un spectacle de leur choix. Et puis sinon, pour tout achat lié à l'organisation de notre événement, il faut toujours privilégier la réduction à la source. C'est toujours se questionner, est-ce que le produit que je souhaite acheter est vraiment indispensable? Est-ce que je peux pas plutôt utiliser mes ressources? Est-ce que je peux louer peut-être? Est-ce que je peux emprunter? Donc, voilà. Et puis, pour les décors, ben, idéalement, on veut éviter les items à usage unique. Donc, par exemple, les confettis, les ballons. Ensuite, on a le volet engagement communautaire. Donc, par exemple, de s'assurer de l'accessibilité de l'événement par l'offre de tarifs réduits, mais aussi l'accessibilité physique pour les personnes à mobilité réduite. Donc, est-ce qu'il y a une rampe, par exemple, pour accéder au lieu? On peut se renseigner sur les préférences alimentaires ou les allergies des participants. Une bonne pratique aussi, c'est d'offrir une traduction simultanée ou même une traduction en langage des signes. Et puis, pour avoir un impact bénéfique sur sa communauté, on peut aussi faire don des surplus alimentaires à des organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Et on pourrait même aussi décider de redistribuer une partie de ses profits. Donc maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, pour viser un événement le plus éco-responsable possible, on peut privilégier des fournisseurs locaux qui ont des pratiques responsables, donc par exemple qui vont fournir de la vaisselle réutilisable. On peut aussi se doter d'un objectif d'approvisionnement local, donc par exemple avoir au moins 15% d'aliments locaux dans nos menus. On peut aussi offrir des options végétariennes puisqu'on sait que la viande a une empreinte environnementale très élevée. On peut choisir des produits certifiés équitables et ou biologiques, donc par exemple offrir du café et du thé équitable. On peut choisir aussi des collations peu emballées, mais ça va un peu sous le sens. Sinon, pour ce qui est de la vaisselle, idéalement, on souhaite offrir de la vaisselle réutilisable ou même ne
pas avoir de vaisselle du tout si c'est possible. Si c'est pas possible, on peut opter pour de la vaisselle recyclable ou compostable. Et surtout, on ne veut pas le plastique numéro 6 car le plastique numéro 6 n'est pas recyclé et doit se retrouver à la poubelle. Donc, si on opte pour le compostable, on dit qu'il vaut mieux privilégier le carton aussi au plastique compostable qui est plus facilement composté, qui est plus facilement valorisé. Puis finalement, on veut aussi éviter les items à usage unique, donc comme les pailles, par exemple. Pour ce qui est du volet eau et énergie, donc bannir les bouteilles d'eau en plastique et plutôt offrir des stations d'eau ou mettre à disposition des bidons d'eau, c'est un exemple de bonne pratique pour augmenter le caractère éco-responsable d'un événement. Donc, et puis pour ce qui est de l'énergie, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on peut faire au niveau de l'énergie, mais un bref exemple, là, ça serait d'opter pour un éclairage à l'aide d'ampoules plus éco-énergétiques comme des ampoules d'ailes. Maintenant, pour ce qui est des communications, donc il est important de communiquer avant, pendant et après l'événement. On peut communiquer sur les mesures éco-responsables mises en place, mais on peut aussi faire des communications qui sensibilisent notre communauté au comportement éco-responsable. Donc, on peut communiquer sur les résultats de nos actions. Et puis, pour ce qui est du support qu'on choisit pour nos communications, maintenant, beaucoup de choses là, se font en virtuel, en ligne. Mais si on a besoin d'imprimer, on peut se tourner vers du papier fait à partir de matières recyclées. Donc, ça aussi, c'est une bonne pratique. Et puis, ma dernière catégorie, c'est le transport. Alors, par exemple, pour réduire l'impact lié au déplacement des intervenants, par exemple, si on a des intervenants qui viennent sur place là, pour une conférence, on peut leur mentionner quelles lignes de transport en commun ils ou elles peuvent emprunter. On peut aussi proposer des incitatifs, par exemple des rabais sur des titres de transport collectif ou actifs là, à nos participants. Et puis, si on a à choisir un lieu pour la tenue de l'événement, bien, idéalement, choisir un lieu qui se trouve à proximité d'une ligne de transport en commun, par exemple le métro. On peut ensuite calculer la quantité des gaz à effet de serre émis en considérant les émissions reliées au transport. Donc, on peut regarder les déplacements des participants, les déplacements du comité organisateur, l'un ou l'autre, ou les deux. Et puis, on peut les compiler avant l'événement, pendant, donc sur place, ou après l'événement. La façon de faire, c'est qu'avant l'événement, on peut faire un sondage au moment où les gens font leur inscription en ligne. Par contre, c'est sûr que le fait de les sonder avant, ça porte le risque d'être moins représentatif parce que si, par exemple, la personne avait prévu de se rendre en vélo à l'événement, mais qu'il pleut le jour même, peut-être que la personne va décider de prendre un autre moyen de transport. Puis pendant l'événement, on peut sonder les gens à la table d'accueil, par exemple, ou on pourrait avoir une ou deux personnes qui vont se promener pour sonder les gens. Et après l'événement, on peut ajouter des questions dans le sondage de satisfaction. Par contre, encore une fois, de sonder après l'événement, on n'a comme pas vraiment de garantie sur le nombre de personnes qui vont répondre là, à notre potentiel courriel avec sondage de satisfaction. Donc, pour les calculer sur place lors de l'événement, qui reste quand même probablement l'option la plus efficace, ben, on a le choix entre interroger un échantillon de personnes ou toutes les personnes présentes à l'événement, dépendamment de la taille de l'événement. Et on a seulement besoin de poser deux questions à nos participants et participantes. Donc, quel moyen de transport est-ce qu'elles ont emprunté pour se rendre à l'événement? Et puis, la deuxième question, c'est quel était leur code postal de départ? Ou on peut aussi leur demander combien de kilomètres les personnes ont parcouru, mais généralement, avec le code postal, ça fonctionne bien. Et puis de là, on peut faire le calcul. À partir des résultats, on peut choisir de compenser les émissions, donc soit par la plantation d'arbres ou soit par l'achat de crédits carbone. On peut choisir de compenser en mettant le montant exact qui permettrait de compenser l'entièreté des émissions générées. Mais si notre budget ne le permet pas, bien, on peut aussi juste faire une compensation à partir d'un montant symbolique. Donc voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous aura donné des idées pour organiser vos événements de façon à limiter leur impact sur l'environnement. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que le CQER offre des formations complètes sur l'organisation d'événements éco-responsables. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Donc, merci pour votre écoute et bonne journée.